Bonjour, bienvenue dans la rubrique de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui n'était pas prévue. Une vidéo qui arrive d'une manière totalement impromptue. C'est vrai qu'en règle générale, j'aime bien voir mon petit calendrier, tu vois, me dire, bon bah tiens, telle semaine je vais parler de ça, telle semaine je vais parler de ça. Et pourtant, cette fois-ci, je me suis laissé embarquer par l'envie de vous parler d'un personnage, de son univers, d'une période de l'univers Marvel qui m'a particulièrement plu, que j'ai même complètement adoré, ça fait même partie de mes périodes préférées. Et puis j'avais envie de partager ça avec vous, très simplement. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être pu voir qu'il y a quelques temps, j'ai été au cinéma et j'ai été regarder Thor Love and Thunder. Voilà. Et donc, sans entrer dans les détails, quand on est un fan de comics depuis quand même quelques temps, qu'on aime ces personnages depuis de nombreuses années, c'est vrai qu'on peut très facilement avoir une distance qui s'opère avec le MCU. Moi, c'est plus une distance, si tu veux, là, avec le Thor de Waikiki. C'est un océan, en fait, qui nous sépare. Je trouve qu'il a complètement chié sur le personnage et son univers. Alors c'est vrai que je lis pas mal de trucs, tu vois, sur Twitter, il y a des gens qui disent oui, mais vous savez pas apprécier la prise de risque qu'il a pris. Écoute-moi bien, si faire de Thor un gros bouffon c'est une prise de risque, euh, je ne comprends pas ce qu'est une prise de risque. C'est absolument pas une prise de risque. Ils ont vu qu'à un moment donné, il y avait le Thor numéro 3, Ragnarok, qui n'aura rien à voir avec ça, qui avait un tout petit peu marché, un bien marché, parce qu'il y avait un côté un peu trollol. Et donc, Waikiki, il a. Waititi Waititi Waititi, pas Waikiki. Waikiki, c'était les vieux suites de quand on était gamin. Oh là là, vieille ref. Normalement, j'essaie de vous placer une image des Fido Dido, Waikiki. Très très vieux vêtements. Ouh là 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 là, qu'il est vieux. Qu'est-ce que je disais? Oui, que non, il n'a pas fait une prise de risque, Taika Waititi. Absolument pas. Il a vu qu'à un moment donné, il y avait une brèche, une ouverture ici dans de l'humour, et puis il y a été, il a foncé dedans, et puis il a fait son truc, voilà. Et sauf que ça ne respecte absolument pas le personnage de Thor, son univers, et ce qu'on a pu voir, nous, pendant des années dans les comics. On peut apprécier les deux, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, c'est juste pas ma cam, c'est impossible pour moi. Et donc, quand on sort d'une salle de ciné et qu'on a encore ce petit goût de merde au travers de la bouche, je trouve qu'il est important pour moi de me replonger dans des lectures que je trouve réellement marquantes pour le personnage et son univers. Et instinctivement, c'est une lecture, une relecture que je fais souvent. Je me suis tourné vers le Thor Ragnarok de 2004-2005. Moi, j'ai juin 2005 quand le kiosque en fait était sorti. Et donc ça, je l'ai vu sortir en kiosque à l'époque. Pour vous dire, les jeunes, à l'époque, vous aviez 6 épisodes pour 4 balles. Je vous parle d'un temps, c'était la belle époque. Là, on en est très très loin. Et j'avais adoré ce récit, j'avais envie de vous en parler. Vous parler de ce récit, et puis du contexte éditorial et de l'histoire de Thor un tout petit peu autour. Ce qui va agrémenter un petit peu cette vidéo. Thor Ragnarok, là je vais prendre mes fiches. Au scénario, on a Daniel Berman et Michael Homing, que je ne connaissais absolument pas. J'ai fait une ou deux petites recherches sur internet pour voir qui pouvaient être ces gens. Ils ont fait quelques travaux, voilà, mais c'est souvent dans de l'indé, des choses que moi je ne connais pas du tout. On n'est pas sur des scénaristes stars, absolument pas. Mais ça ne veut pas dire que le bouquin n'est pas génial, hein. Ça n'a rien à voir là-dedans. Et au dessin, on peut retrouver Andrea Di Vito. Et comme son nom l'indique, Andrea Di Vito, quand j'ai fait une petite recherche sur internet, Andrea, je me suis attendu, je pensais que c'était une fille, et absolument pas, c'est un gros barbu. Donc Andrea sera plutôt André, si ça t'embête pas trop, parce que, enfin bon, Andrea Di Vito, un Italien, cinquantaine d'années, marié, 3 enfants, excellent dessinateur, les dessins sont absolument géniaux là-dedans, mais c'était pas une nana, je me suis fait avoir. Que vous dire de mieux sur cette série? Tout d'abord, on va parler, avant de parler du contexte éditorial, je vais vous parler de l'histoire en tant que telle. On arrive à un moment donné où, d'entrée de jeu, ça nous annonçait, même sur la couverture, la mort de Thor. On est vraiment sur le Ragnarok. Asgard va tomber, les dieux vont mourir. C'est inexorable. Vous ne pouvez absolument pas échapper à cette fin de Asgard. On le sait d'entrée de jeu. Et donc on va suivre les aventures de Thor et de son royaume en 6 épisodes pour essayer de voir comment ils vont peut-être
pas résister à ce Ragnarok, mais essayer peut-être de comprendre ce qu'est le Ragnarok, et peut-être essayer de casser le cycle des Ragnarok. Voilà. J'en dis pas plus. Qui est le méchant de cette histoire? Quelles sont les oppositions? Ça, je vous laisse le découvrir. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Ce que j'aime particulièrement dans cette série, c'est qu'il y a vraiment un gros côté mythologique. Ça respecte à la fois l'aspect mythologique des dieux nordiques. On a vraiment ça. C'est très beau. C'est vraiment absolument magnifique en termes de dessin. Et en plus, ça respecte vraiment l'univers de Thor. Vraiment. Et donc, ça donne un récit qui pour moi, ressemble vraiment à ce qu'est Thor. Thor, pour moi, c'est un dieu qui est fait de grandeur, d'omnipotence, et qui a à la fois vraiment le poids des responsabilités sur ses épaules, qui n'est peut-être jamais complètement prêt à prendre la place de son père, à prendre la place d'Odin, et qui va devoir faire face, parfois, à des décisions qui sont même pas difficiles, mais peut-être face à des batailles qui sont complètement perdues d'avance. Et j'aime beaucoup ce Thor-là. Un Thor vraiment costaud, un Thor vraiment qui envoie du lourd. On est extrêmement loin du Thor de Love and Thunder. Thor, Love and Thunder, c'est un bouffon. C'est de la pantalonnade. Là, on est vraiment sur un dieu. Voilà. Et moi, quand je dis du Thor, j'ai envie de me sentir tout petit, écrasé face à ce personnage absolument incroyable. Il y a ceux qui ont compris le personnage et puis qui le mettent en lumière de cette manière-là. C'est le cas ici. Et puis, il y a le cas des films du MCU où on part sur autre chose, une pantalonnade. Mais on ne peut pas, on ne peut pas confondre les deux. Voilà. Pour moi, c'est impossible. Les deux ne se valent pas. On ne peut pas les ranger dans la même catégorie. Pour moi, le Thor de Waititi, c'est absolument pas Thor. C'est un Jean-Claude Van Damme avec les cheveux longs. Pas mieux. Voilà. Et encore, c'est vraiment pas cool pour Jean-Claude Van Damme que j'adore. Si un jour vous avez l'occasion de trouver ce bouquin, vous pouvez le trouver sur le marché de l'occasion dans cette version-là. Là, c'est le Marvel Icons hors série numéro 1 de 2005. Vous allez payer 4 balles, grosso modo, 4,50. Ou sinon, il y a une réédition qui est sortie il y a déjà quelques années, qui est encore disponible. Vous pouvez la trouver d'occasion aussi, qui va vous coûter entre 15 et 20 euros. Où là, vous allez avoir une couverture dure. C'est les deux mêmes histoires, il n'y a pas plus de suppléments, de trucs. Rien ne justifie que vous mettiez 20 euros là-dedans, alors que à 4 balles, vous avez la totalité de l'histoire. Après, vous faites comme vous voulez. Et pourquoi je vous disais que le contexte éditorial, il est hyper important. Et pourquoi le contexte éditorial, il permet soit de minimiser une histoire, soit au contraire de lui donner de la grandeur. Quand on a l'intention de présenter au lecteur un Ragnarok, il ne s'agit pas que 2 semaines après, Thor soit de retour. Ou qu'à la fin du Ragnarok, ça fasse pchit, oh ben non, finalement c'était pas Ragnarok. Non. Là on est vraiment sur un vrai Ragnarok. À la fin, quoi qu'il arrive, Thor, Asgard, ils ne sont plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Gagnant? Perdant? Ça, ce sera à vous de le découvrir. Mais le fait est qu'ils n'ont plus été là pendant de nombreuses années, mais ça on va y revenir après. D'abord, je voulais vous parler, ça c'est les épisodes 80 à 85 d'un relaunch qui s'est opéré en fait en 98. Pour rappel, un relaunch, c'est pas un reboot, on revient pas à l'origine du personnage et on rencontre ses débuts, non, c'est la série, on était peut-être au numéro 300 et des bananes, je vous dis une bêtise, et puis là, hop, on décide de revenir au numéro 1. Et les premiers épisodes en fait de ce relaunch, vous pouvez les retrouver dans 2 Marvel Icons qui sont peut-être encore disponibles, Thor le tome 1 et Thor le tome 2 par Dan Jurgens et John Romita Jr. Dan Jurgens va rester sur cette série pendant 79 épisodes. Dites-vous bien qu'avec ces 2 volumes, vous n'avez pas du tout l'intégralité du run de Dan Jurgens. Absolument pas. Vous avez peut-être les 25 premiers épisodes à tout casser. Et le reste, sauf erreur de ma part, ça n'a pas été réédité. C'est soit sorti dans des Marvel Elite, que j'ai moi ici. Il y a aussi une partie qui est sortie dans 2 tomes, dans 2 Marvel Monsters. Mais voilà, pour retrouver vraiment l'intégralité du run de Jurgens, il va vraiment falloir aller dans le marché de l'occasion. Et pendant ce run-là, il va y avoir tout un tas en fait, de dessinateurs qui vont se succéder, tous plus talentueux les uns que les autres. On commence avec Romita Junior, on en avait parlé en fait de ces 2 bouquins à l'époque de la rubrique Geek, qui est vraiment en grande forme, qui a cette caractéristique de réussir vraiment à montrer ses personnages vraiment comme des dieux.
ils en imposent, ils écrasent les pages, notamment Odin. Quand il dessine Odin, tu sens toute la puissance du mec, même sans qu'il bouge. Même quand il est pris dans des chaînes, acculé dans un coin, prisonnier, tu sens la fureur et la puissance de ce personnage-là. Romita Junior, vraiment à l'époque, c'était totalement dingue. Et ensuite, vous allez avoir notamment du Stuart Immonen, du Andy Kubert, du Scott Eaton. Il y a même un peu de Joe Bennett. Enfin, vous avez vraiment tout un tas de dessinateurs qui vont se succéder pendant ces 79 épisodes et qui vont vraiment rendre cette série absolument majestueuse. En tout cas, en termes de dessin. En termes d'histoire, je peux vous parler du début, je peux vous parler, pas de la fin parce que c'est pas du Jurgens, mais je peux pas vous parler encore de tout ce qui entre parce que j'ai pas fini de collecter tous ces épisodes-là. Et quand je pourrai, peut-être que je les relirai un moment ou un autre et j'en ferai sûrement une vidéo. Me demandez pas quand, mais ça arrivera un moment ou un autre. Et donc, à l'épisode 79, Jurgens, il a terminé son truc, il se barre, mais la série ne s'arrête pas. Il va y avoir encore 6 épisodes, dont je viens de vous parler, ce sera le Thor Ragnarok. Et à l'issue de ces 6 épisodes-là, pendant plus de 3 ans, Thor, l'univers d'Asgard, va complètement disparaître des publications Marvel. Le Ragnarok a eu lieu, tout cet univers a disparu. Et ça coïncide en fait avec une période qui est absolument géniale, c'est-à-dire qu'au moment où Ragnarok est lancé, on est sur l'arrivée de Bendis sur la série Avengers. Et quand Bendis il arrive sur la série Avengers, il a envie de nettoyer la table, il a envie de tout renverser, et il a envie de construire une nouvelle équipe d'Avengers. Et donc il va faire un arc qui va s'appeler Disassembled, où il va s'efforcer pendant quelques temps de faire tomber les Avengers pour mieux les reconstruire. Et quand il va les reconstruire, Thor ne sera pas dans cette équipe-là, puisqu'il ne sera plus dans l'univers Marvel. Et ensuite, pendant cette période-là, il va y avoir tout un tas d'événements extrêmement importants, notamment House of M, qui est magistral, et ensuite il va y avoir Civil War. Civil War qui est extrêmement important dans l'univers de Thor, tout simplement parce que pendant Civil War, Tony Stark va faire des choses à propos de Thor, dont Thor en fait il va vraiment être en colère. Mais bref, quand il reviendra, il va en discuter avec lui, ça va donner une scène absolument géniale. Et en 2007, c'est John Michael Straczynski et Olivier Coipel, notre français, qui sont chargés en fait de faire revenir sur le devant de la scène Thor. 3 ans qu'on n'avait pas vu Thor, il revient, et c'était absolument magnifique. Et donc, oula, je suis parti loin, mais tout ça pour vous dire quoi? Que le fait qu'on soit vraiment sur une période éditoriale où dans tous les coins de l'univers Marvel, on a envie de changer les choses et de faire évoluer, d'avoir une nouvelle proposition, ça donne beaucoup plus d'importance à ce récit-là. Le fait qu'après ce récit-là, pendant 3 ans, on n'ait plus vu Thor, 3 ans, ça donne de la légitimité à ce Ragnarok. C'est pas un Ragnarok d'opérette où non, excusez-moi, en fait, c'était pas un vrai Ragnarok, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Thor. Non, là il a disparu pendant 3 ans. Il se passe pas rien là-dedans, c'est vraiment vraiment super bien. Et voilà, j'ai complètement adoré ce truc-là. Que vous dire de mieux? Procurez-vous ce bouquin si vous pouvez sur le marché de l'occasion. N'hésitez absolument pas parce que je pense que vous allez passer un excellent moment. Et on peut se le dire bien tranquillement, c'est une pièce de collection. Quand on aime Thor, je trouve qu'il est important d'avoir Ragnarok dans sa bibliothèque. Et voilà. Ça m'a fait super plaisir de vous faire cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce bouquin-là, ce que vous en avez pensé. Comme ça permet d'échanger un petit peu dans la section commentaires. Si vous avez envie que je vous parle du Thor de Dan Jurgens, n'hésitez pas aussi, dites-le moi dans les commentaires. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais ça me permettra de savoir si je dois le mettre en priorité dans mes lectures ou si je peux le mettre un petit peu de côté. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça arrivera à un moment ou à un autre. Et puis surtout, je sais pas quand, je sais pas comment, mais j'ai très très envie de vous parler de récits emblématiques de l'univers Marvel qui pour moi ont vraiment compté pour moi dans ma vie de lecteur, mais que j'ai pour l'instant à chaque fois éludé de mes vidéos. Parce que c'était pas forcément le bon moment, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui en avaient déjà parlé, mais Civil War, House of M, j'ai très envie de vous en parler. Mais dites-moi si ça vous intéresse. Ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Un petit pouce bleu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Ça m'a fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de G. Salut!